During the production of my film, A Blind Man's Vision of the Dark Side, which is a look at the extraordinary life of Jacques Semelin, I have met some incredible people. Two of them are Serge Klarsfeld and his wife, Beta Klarsfeld. They were born on opposite sides of the Second World War. Beat grew up in the ruins of a defeated Weimar Germany, while Serge, a Jewish boy in France, was hiding in a cupboard when his father was arrested and sent to Auschwitz, where his father died. The two of them met on the Paris metro, and they fell in love. And they became famous when Beat slapped the face of the then West German Chancellor, a former Nazi, Kurt Kissinger. For the past half-century, both of them have hunted, confronted, prosecuted, and exposed Nazi war criminals all over the world, tracking down the notorious torturer Klaus Barbie in Bolivia, and attempting to kidnap the former Gestapo chief Kurt Lischka on the streets of Cologne. They have been sent to prison for their beliefs and have risked their lives protesting anti-Semitism behind the Iron Curtain, in South America, and in the Middle East. They have been insulted and exalted. They have been assaulted and heralded. They've received honors from presidents and letter bombs from neo-Nazis. They have fought relentlessly, not only for the memory of all those who died in the Holocaust, but also for modern-day victims of genocide and discrimination across the world. And they have done it all while raising their children and sustaining their marriage. If you have seen them at any event or met them as I did, you will witness a life force, a vitality of two young elders who have not lost one iota in the determination to continue fighting to the end of their days against injustice, impunity, and the crushing of human rights. 2 years ago, they published their book, Hunting the Truth. And it's a story, a personal story, written by both of them, about their hunt for the Nazis who created the Holocaust, as well as all the work they've done to fight all manner of human rights abuses. On a personal note, I need to thank them for taking the time to educate me and to widen my horizons to understand genocide and the nature of these people that are behind it. It is a journey that I will continue based on their guidance, so I must thank them for putting me on that journey, and especially Serge for taking the time out of a very busy schedule to do this interview. Le fait, M. Klarsfeld, que pendant la Seconde Guerre mondiale, 75% des Juifs de France ont survécu. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu du processus que vous avez entrepris pour établir cette information? Eh bien, il y a 45 ans, je me suis rendu compte que les chiffres qui étaient indiqués, qui étaient les chiffres officiels, étaient de 100 à 120 000 déportés raciaux. C'était les chiffres du ministère des Anciens Combattants à Paris. Et moi, je ne trouvais pas, en étudiant les convois de déportés, puisqu'à l'époque, j'étais dans la campagne avec ma femme pour faire juger les criminels nazis allemands qui avaient déporté les Juifs de France. Donc il me paraissait normal d'établir la liste des convois, combien de Juifs avaient été déportés, et d'entamer aussi le travail de dresser la liste de tous les déportés. Et j'ai donc constaté que les chiffres ne concordaient pas avec l'étude des documents.
Et j'ai entrepris donc de faire un mémorial dans lequel je donnerais les statistiques qui me paraissaient les vraies. Donc qu'il y avait plus de 76 000 déportés, plus de 3 000 morts dans les camps, et puis plus d'un millier de juifs exécutés parce qu'ils étaient juifs, tout simplement. Le travail a consisté à aller partout où il y avait des listes de déportés, à Paris, à Bruxelles, à Rolzen au service international de recherche de la Croix-Rouge, en Israël, à Auschwitz, aux États-Unis, à Yvo, donc de rassembler tous les documents, de voir les documents un par un, tout ce qui se trouvait au centre de documentation juive contemporaine à Paris, et puis de dresser donc un bilan le plus exact possible de ce qui s'était passé. Et j'ai donc fait le premier mémorial en 1978, avant le procès de Cologne des criminels nazis, de façon à ce que toutes les victimes soient sur la table du président, des défenseurs, des accusés, de l'accusation dont je faisais partie, etc. Bon, une fois que j'ai dressé ce bilan, une fois que j'ai établi aussi combien il y avait de juifs en France, je suis arrivé au chiffre de 320 000, moins 80 000, eh bien, il en résulte que 240 000 juifs avaient été sauvés. Et je me suis posé la question, donc, bien que j'avais déjà la réponse pratiquement en tête, qui était responsable du sauvetage de ces juifs? Alors on peut dire c'est Vichy. Ça paraît normal de dire, vous voyez, en France, il y avait un gouvernement, et bien 240 000 juifs ont survécu, c'est donc Vichy qui est responsable de leur sauvetage. Mais ce que j'ai constaté également, c'est que Vichy avait coopéré policièrement très activement avec la Gestapo, et que les Juifs, en 1942, qui était l'année la plus terrible, puisqu'en 6 mois, plus de 40 000 Juifs ont été déportés, eh bien, cette coopération policière aurait pu continuer si la population française, la base, et si les élites spirituelles qui étaient les dirigeants de l'Église catholique et protestante n'avaient pas protesté, et si cette protestation n'avait pas eu son influence sur le gouvernement de Vichy, qui a freiné cette coopération parce qu'elle se heurtait à la population française et aux plus éminents prélats de France. Donc j'ai pu établir cela, non seulement par mes observations, mais surtout par les documents allemands qui font état de cette pression de l'opinion publique sur le gouvernement de Vichy, en particulier des églises. Et au moment où cette coopération policière peut apporter le maximum de résultats aux Allemands dans leur volonté de génocidaire, eh bien, à ce moment-là, au mois de fin août 1942, quand les grandes rafles ont eu lieu dans la zone occupée, puis dans la zone libre, la population française et les églises se dressent contre les mesures anti-juives prises par le gouvernement de Vichy, et notamment en France, dans la France libre, puisque la zone libre de Vichy, où Vichy est souverain, eh bien, il n'y a pas d'Allemands, et la population voit la police française arrêter les Juifs sans le concours des Allemands. Donc, à ce moment-là, cette protestation arrive à Laval, le chef du gouvernement, et il en fait état aux Allemands, alors que les Allemands viennent de demander
viennent de dire à Laval, nous avons 50 trains pour déporter 1000 juifs par jour. Et Vichy pourrait arrêter 1000 juifs par jour et livrer 1000 juifs par jour aux Allemands. Mais Vichy sait que les Français le lâchent sur cette question et Laval dit aux Allemands, je ne peux pas remplir le programme que vous me proposez et par ailleurs, je vous demande de ne plus me demander de contingent de juifs à vous livrer. Et cette position est approuvée par les dirigeants SS qui dirigent la politique française, la politique allemande en France. Et au mois de septembre 1942, quelques semaines après, lorsque le service des affaires juives de la Gestapo veut mener une rafle gigantesque à Paris de milliers de juifs français, 5000 juifs français, et également des juifs étrangers qui vivent dans les mêmes immeubles, eh bien, Himmler approuve la décision du chef de la sécurité en France, Helmut Knochen. Himmler approuve cette position qui est d'annuler cette rafle qui est prévue par le service spécifique de la Gestapo consacré aux questions juives, parce que le régime de Vichy est en danger si cette rafle avait lieu, eh bien, il y aurait certainement une rupture avec Vichy. Une rupture avec Vichy en raison de l'opposition de la population et des églises. Bon, voilà ce que j'ai pu mettre en lumière en 1980. 83, j'ai publié Vichy-Auschwitz, qui est le récit chronologique de la solution finale en France. Ces chiffres n'ont pas été démentis. Sur le point de vue, est-ce la population française ou Vichy qui a pris la décision de freiner cette coopération massive? Les partisans de Vichy continueront toujours à affirmer que Vichy a protégé les Juifs, mais Vichy n'a protégé les Juifs que parce qu'il a été soumis à cette pression, et cela est évident quand on regarde les documents allemands et quand on regarde les décisions qui ont été prises par Vichy. On voit que la pression des églises et de la population a été très forte. Et ensuite, quand Vichy a freiné cette coopération, puis en 1943, quand les Allemands se sont retrouvés seuls pour arrêter les Juifs, parfois ils ont reçu le soutien de la police et de l'administration préfectorale pour arrêter les Juifs, comme à Bordeaux en 1944. Mais le plus souvent, c'est Vichy, les Allemands, avec leur CI de la Gestapo, qui se sont attaqués aux Juifs. Et là, on voit d'une façon évidente comment la population française a aidé les Juifs à échapper aux rafles, soit en recueillant les enfants, en prévenant ou en ne dénonçant pas, ce qui est contraire à la légende de millions de dénonciations, et en accomplissant des tas de gestes utiles aux Juifs. Les Français, en 1942, l'été 1942, quand ils ont vu en zone occupée et en zone libre qu'on arrêtait les femmes, les enfants, les vieillards, eh bien les Français ont réagi en fonction de leur éducation, de leur mentalité. Ils avaient été élevés par les curés, par les instituteurs, c'est-à-dire le curé leur a enseigné la charité chrétienne, l'instituteur l'idéal républicain,
et les Français ont réagi d'une façon humaine. C'est à peu près la même réaction qui a eu lieu en Italie, où disons, la population a reçu aussi une éducation marquée par la charité chrétienne, et donc les Italiens ont aidé les Juifs dans la même proportion qu'en France, c'est-à-dire qu'un quart de la population a été arrêtée par une police fasciste aux ordres de Mussolini à partir d'octobre 1943. Mais les Italiens ont aidé les Juifs comme les Français ont aidé les Juifs. Ce n'est pas la même partie de l'Europe, c'est la partie de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest a eu un comportement qui était très différent de l'ensemble des populations de l'Est de l'Europe, où l'antisémitisme était beaucoup plus virulent. Mais en Europe de l'Ouest, que ce soit en Belgique, à part les Flamands qui ont persécuté les Juifs, mais l'ensemble de la population a été favorable aux Juifs persécutés. Et de même en Hollande, mais en Hollande, il y avait des partis nazis avant la guerre, et il y avait donc une minorité qui était très antisémite et qui a pu faire des ravages considérables dans un petit État où les Juifs ne pouvaient pas se cacher. Tout cela était un travail extrêmement minutieux, un travail très... Et puis il fallait analyser les différentes stratégies de survie, et il fallait aussi en faire des synthèses chapitre par chapitre, c'est-à-dire par techniques qui avaient été employées et à l'aide aussi de grands témoins dont on suivait le parcours tout au long de l'étude. Et ça, c'est Jacques Semelin qui a fait ce travail qui était indispensable. J'ai parlé tout à l'heure de l'Italie. L'Italie, il y avait 35 000 juifs. En France, il y en avait 320 000. Les proportions ne sont pas les mêmes. Et pourtant, donc, la France se révèle être, au terme de mes travaux, au terme de travaux de Jacques Semelin, la France se révèle être le pays où la communauté juive qui était très importante a réussi à sauver les 3/4 des Juifs qui y vivaient. Les Allemands avaient gagné la guerre en 1940. C'était bien pour exploiter la France au point de vue économique. On pouvait pas refuser cette collaboration économique. Mais la collaboration policière est une collaboration idéologique du régime de Vichy, et elle s'est abattue sur des innocents, des familles juives qui ont été arrêtées. Les résistants étaient des opposants à Vichy et des opposants aux Allemands, et des opposants actifs. Les familles juives les enfants juifs étaient tout à fait innocents. Et il faut souligner aussi que vis-à-vis des enfants, les Français ont aidé intensément les familles juives à sauver les enfants. Et si je compare avec la Belgique et avec l'Italie, donc où la population avait à peu près le même point de vue sur les Juifs qu'en France, eh bien on voit que le nombre des enfants, la proportion des enfants parmi les déportés était la même que la proportion des enfants dans la population, à peu près 20% d'enfants parmi les déportés en Belgique, 20% d'enfants parmi les déportés en Italie, et qu'en France, cette proportion tombe à moins de 15%, ce qui montre bien que les enfants étaient particulièrement protégés en France, protégés par les organisations juives qui étaient déjà spécialisées avant la guerre dans l'accueil des enfants qui venaient d'Allemagne ou d'Autriche ou de Pologne, et par la population française qui pratiquement jamais ne refusait d'accueillir les enfants, sachant qu'ils étaient juifs. Et sur 70 000 enfants qu'il y avait en France en 1939,
59 000 ont survécu, 11 400 ont été déportés. Voilà donc l'essentiel de ce que je peux dire, mais ce que je dis, cela a été montré d'une façon remarquable par Jacques Semelin, et il faut lui en être reconnaissant, et je crois que ces ouvrages connaîtront une large diffusion parce qu'ils révèlent au public d'une façon aussi très lisible, qui n'est pas, comme moi je l'ai fait, d'une façon très documentaire, mais avec les extraits de documents, etc. Mais lui l'a fait d'une façon vivante, et donc le récit se lit très facilement et d'une façon intéressante, ce qui est rare chez un historien. Voilà. Une question pendant qu'on y est. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, en 2020, on soit toujours antisémite? Toujours en 2020? Ça existe toujours, on est toujours dans la même situation. C'est incroyable. D'abord, l'extrême droite est restée antisémite. Le noyau du Front National ou du Rassemblement National est un noyau antisémite. Deuxièmement, vous avez une extrême gauche qui est antisioniste et antisémite en même temps, parce qu'on ne peut pas être, à mon avis, antisioniste sans être aussi antisémite. Et puis, il y a... Bertolt Brecht avait écrit, et on le cite très souvent, le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde, mais là, il y a une nouvelle bête immonde qui est l'islamisme fondamentaliste. Et c'est un ennemi, comment dire, redoutable en France, puisqu'en France, la population d'origine musulmane est nombreuse. C'est difficile à dire, mais au moins 6 millions de musulmans, et que, étant dans une situation sociale qui n'est pas privilégiée, eh bien, ils ne reçoivent pas la même éducation que les autres, par leur famille aussi, souvent. Et il y a le conflit au Moyen-Orient qui attise l'antisémitisme, et il y a également le fait que la situation de nombreux juifs en France est une situation non pas privilégiée, mais qui correspond à leur travail, à leur mérite. Mais peu à peu, chez beaucoup de musulmans, et dans la jeunesse surtout, la vision du juif correspond peu à peu à celle que les gens d'extrême droite avaient dans les années 30, quand il y avait de grandes campagnes antisémites. C'est-à-dire qu'on voit le juif comme toujours riche, puissant, influent, pervers, dominant le monde, etc. Et cette vision, si elle se développe dans le monde musulman, c'est très regrettable. Et aussi, il y a les gens qui sont insatisfaits au point de vue social, au point de vue économique, qui voient les changements dans le monde se produire, dans les mœurs, dans la technique, qui sont déboussolés. Et quand on est déboussolé, on essaye de trouver une raison évidente et claire. Et les démagogues et les antisémites mettent en avant le rôle des juifs. Et malheureusement, c'était courant au Moyen-Âge, c'était courant, ça a toujours été courant. Le juif est rendu bouc émissaire des situations où les gens sont mécontents, les gens disons, profitent de tout ce qui a, de la grande période de paix qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale, de la prospérité, de beaucoup d'avantages, du fait de la construction d'une Europe fraternelle, où tous les grands conflits internationaux ont été résolus
plus de passeport pratiquement en Europe, une carte d'identité suffit. Ben, tout cela, ils ne se rendent plus compte parce que c'est déjà la 3e ou 4e génération après la guerre. Et les gens, lorsqu'ils ont un mécontentement superficiel ou même important, ben, ils cherchent des raisons pour mettre fin, pour s'attaquer aux valeurs qui sont les valeurs qui ont été défendues pendant un demi-siècle en Europe. Et le populisme fait des progrès dans beaucoup d'États européens. C'est regrettable, mais c'est probablement ce qui arrive après une très longue période de paix où on considère comme acquis tout ce qu'on a de positif et on ne regarde que ce qui rend insatisfait et on cherche une raison et la raison souvent est... Mais enfin, la masse de la population n'est pas gangrénée par l'antisémitisme et en France, disons, la formation sur la Shoah est une formation qui est... que reçoivent presque tous les écoliers au cours de leur scolarité. Donc il ne faut pas désespérer, il faut espérer que la démocratie tiendra bon. Voilà. Cela devrait s'engager pour défendre ces valeurs, étant donné que la mémoire de la Shoah ne suffit pas. Il ne suffit pas de savoir ce qui s'est passé, il faut en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est que quand même, il faut défendre le système démocratique. Ce serait fou de détruire le système dans lequel on vit. Pour être heureux, il ne faut pas aller à l'extrême gauche, il ne faut pas aller à l'extrême droite. L'extrême gauche a apporté le goulag, l'extrême droite a apporté Auschwitz. Aucun parti d'extrême droite ou d'extrême gauche n'a jamais apporté le bonheur au peuple quand il a pris le pouvoir. Bon, c'est une conclusion qui devrait normalement obliger les citoyens à une résistance civile au préalable, c'est-à-dire s'opposer aux démagogues, s'opposer aux partis extrêmes et regarder avec lucidité le monde où l'on vit pour être heureux, comme vous le dites, dans cette France où on a tout pour être heureux et où on fait tout pour ne pas l'être. Voilà. To produce a high-quality video or a high-quality film, there's an awful lot of preparation you need to do. But you also need to have all the right technology and the right team to do it properly, to tell your narrative. With respect to Jacques and Serge, their primary tool is their research. And to understand it, you need to realize that they are the supreme masters at being able to pull together various strands. They look at transcripts, they look at photographs, they look at records, they look at things to be able to get every single angle, every single aspect, to be able to tell their narrative in a very authoritative manner. And I really didn't understand this until I got into their work, and I realized their dedication and the professional level of their research. Serge has traveled across Europe, across Israel, across the United States, across South America, all to find the documents and information he needs to write so authoritatively. He has been all over Germany, scrolling through thousands of Nazi documents. Serge once told me there is no more real emotion to him than to be present at the Shoah Memorial in Paris, alongside the millions of documents it houses, which he and Beata relied on to carry out their decades-long investigations and protests around the world. Many of those documents they both collected for the memorial.
Because in addition to their bristling scholarship, is the fact that two of them have traveled the world in search of the Nazi criminals that we all know, establishing clandestine relationships with countless agents to facilitate the arrest and extradition of those criminals. For example, Klaus Barbie, the butcher of Lyon. They have not limited themselves to staying shut up in an office. They have been on the ground, and they've suffered beatings at demonstrations and imprisonment, all for denouncing impunity and injustice. Their diversity of actions and tactics ended up having a social, ethical, and legal impact. And their courage arouses curiosity and admiration for the life force that they are, the imagination that they have, which is so unusual for a post-war couple. This active citizenship and this commitment to scholarship means one simple thing. The Klarsfelds have broadened our understanding that our humanity is littered with abuse and injustice, but they have given voice to all of those victims. And for this, we owe them an immense thanks, an immense debt of gratitude.